c'est Relâche avec Simon. Allez, c'est l'histoire, les Idrissides. Les Idrissides sont une dynastie chérifienne et ont régné au Maroc entre 789 et 985. Ils sont communément considérés comme les fondateurs du premier État marocain. Idriss Ier contesta le droit des Abbassides à exercer le pouvoir sur la terre de l'islam et entra en conflit avec eux, mais il fut battu à la bataille de Fakh, près de la Mecque, puis s'enfuit au Maroc en 786 pour éviter que les Abbassides massacrent sa famille. Il fut accueilli par une tribu au Maroc berbère dans la région de Volubilis, Oualili, près de l'actuelle ville de Meknès. Il mena plusieurs conquêtes. Le calife abbasside Haroun al-Rachid, furieux de la conquête d'Idriss Ier de Tlemcen, qui était sous le contrôle des Abbassides, craignant une expansion du royaume des Idrissides en direct de son empire, il décida d'envoyer un serviteur dénommé Sulayman avec mission de le tuer. En 791, Sulayman réussit à empoisonner le roi Idriss Ier qui mourut en laissant sa femme Kenza enceinte. 2 mois plus tard, Idriss Ier est né et il accéda au pouvoir à l'âge de 11 ans. Le tombeau d'Idriss Ier se trouve à Moulay Idriss Zrhoun, petite ville à flanc de montagne, près des ruines de Volubilis ou à Lili au Maroc. D'ailleurs, un pèlerinage et un moussen particulièrement important a lieu chaque année. Idriss Ier est appelé Moulay Idriss al-Akbar. Il est le fils de Abdullah al-Kamil qui fait partie d'Ahl al-Bayt, la maison du prophète. Idriss II quitta Volubilis Oualili et fonde la ville de Fès. Il s'installe sur la rive gauche de Fès pendant le quartier des Qarawiyyin. Idriss II impose sa souveraineté sur tout le Maghreb al-Aqsa. Il forma un corps d'élite de plus de 500 guerriers arabes aguerris. Et en 814, comme son père, il marcha sur Tlemcen et se maria.
Il eut 12 enfants de sexe masculin: Mohamed, Abdullah, Aïssa, Idriss, Ahmed, Ja'far, Yahya, Qasim, Omar, Ali, Daoud et Hamza. Idriss II entreprend l'unification du pays et pose les bases de l'État idrisside, axé autour d'une administration centrale, le Makhzen. Idriss II mourut en 828 à l'âge de 36 ans. Cette mort subite donna lieu à beaucoup de spéculations. Certains pensent qu'il a été empoisonné. Son fils Mohamed ben Idriss lui succéda. Allez, je vous propose dans quelques instants un spectacle avec Haroun. De l'humour en perspective. Et juste après, des trains pas comme les autres, version de 1995, direction Fès. Les semaines prochaines, on traitera les Almohades, les Mérinides, les Almoravides, les Saadiens et les Alaouites. Et je vous rappelle, dès la préhistoire, le Maroc était habité par des populations berbères. Schleu. Et après le sketch de Haroun, on retrouvera top 5, le top 5. Les chansons classées grâce à vous, grâce à YouTube. Les chansons Shabi. Allez-y, travailler. Ouais. Moi, franchement, le problème, c'est que si je deviens président, je pense que je prends la grosse tête tout de suite. Si je suis candidat un jour, ne votez jamais pour moi. Parce que moi, déjà, tu me dis, t'es à la tête de 60 millions de personnes, ça me choque. Mais surtout, on me dit la bombe atomique. T'as le bouton de la bombe atomique. Mais je deviens fou. J'aurais trop voulu avoir le bouton là, juste à côté de moi, là, comme ça. Hein. Parce que j'ai envie de le toucher. Voilà, tout le temps. Tu sais, il est sur mon bureau, comme ça, voilà. Il y a des gens qui viennent dans mon bureau, je fais hey. Il y a un problème avec les chômeurs? Il y a un truc qu'on n'a pas essayé, les mecs? Vous me dites, je peux. Je suis sûr qu'un soir, j'appuierai par inadvertance. Et un soir, je serai fatigué, envie d'annuler tous mes rendez-vous. Et je serai là, Viviane? Viviane? Vous avez pas entendu un bruit? Non, ouais, très bien. Pas de picotement ou de saignement du nez? Bien, parfait, ok, très bien.
Très bien. Non, pour rien, pour rien. Mais je pense pas que ça se déclenche comme ça, tu vois. Il doit y avoir tout un protocole quand tu appuies sur le bouton. Tu dois avoir une espèce de chef des états-majors, des militaires, qui arrive et qui dit « Monsieur le Président, vous avez lancé le protocole de la bombe atomique ?» Non. Ah, si, vous avez appuyé ? Non, non, je suis pas un gamin, ça va hein. Vous avez dû être piraté, monsieur, par un geek. Voilà. Vérifiez votre système de sécurité. Très bien, monsieur le Président. Une dernière question, monsieur le chef des états-majors, des généraux, des armées, des militaires. Ça arrive souvent, ça ? À chaque début de mandat. Vous savez qu'un jour, Mitterrand a perdu les codes de la bombe atomique. Il les avait mis dans son pantalon. Il les a envoyés au pressing. C'est une histoire vraie. On est passé à 2 doigts que le maître du monde, ce soit un blanchisseur. Un mec, il aurait été là. J'ai les codes. Je vais nettoyer le monde. Mais à sec. Sinon, ça l'abîme. Franchement, moi, je me ferais pas du tout confiance en tant que président. On te juge sur un programme qu'il faut que tu respectes en plus. Qui dans la salle a déjà fait un programme qu'il a respecté, franchement ? Tu sais, quand il dit on va partir en vacances, bah moi je vais me faire un programme pour les vacances. Déjà, personne ne part avec toi. Hein. Tu dis oui, je vais courir le matin, je vais lire du Sartre l'après-midi. Arrête. Au bout de 2 jours, tu dors le matin, tu cesses l'après-midi. À la fin du séjour, t'as lu 5 pages de Sartre. Ou plutôt, t'as lu 5 fois la première page de la préface de Sartre. T'as couru 15 minutes, t'as eu des courbatures pendant 2 semaines. Tu t'es dit, il faut vraiment que je me remette au sport, je vais me faire un programme. À la rentrée. Dès que tu dis, j'ai un programme, t'es même pas crédible pour moi. On pourrait voter pour quelqu'un qui me dit, moi j'ai pas de programme. Mais vous savez quoi, insultez-moi. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, ça m'irait. Parce que je pense qu'on va passer 5 ans à insulter notre président. Bah si. Tu sais, sur les réseaux sociaux, dans les bistrots, dans les taxis. Les taxis. Est-ce qu'on peut parler du positionnement politique des taxis ? J'étais dans un taxi, le gars il dit, moi je vais voter Poutine. J'ai dit, mais Poutine il n'est pas candidat. Ah, parce qu'en plus, il faut voter pour un candidat ? Mais quel pays de merde ! Le taxi, c'est l'archétype du français, ils sont d'accord avec rien du tout. Tu veux mettre mal à l'aise un français, il faut être d'accord avec lui. Je veux la 6ème République, ok, d'accord. C'est quoi ton problème à toi, là ? Cherche la merde ou quoi, toi ? Et là-dedans, franchement, il y a des gens qui se disent candidat du peuple. Candidat du peuple ? Ils ont 20% d'intention de vote, ils se disent candidat du peuple. 20% du peuple, c'est pas le peuple. Pour moi, en plus, un peuple, c'est des gens pas lavés avec des fourches. Qui demandent du pain, tu vois. On veut du pain, hein, on veut du pain. T'imagines, nous, on demande du pain ? Si on demande du pain aujourd'hui, on veut du pain, ouais, mais du bio, ouais, mais du gluten, sans gluten aussi, ouais. C'est compliqué, t'es pas candidat du peuple. Si le peuple te veut vraiment, il n'y a même pas besoin d'élection, normalement, tu vois. Mais ils disent candidat du peuple. Et souvent, en plus, ils sont hyper négatifs sur la France. Ils crachent sur la France, tu vois. Ils disent la France, ça va pas. Souvent, ils se basent aussi sur des journaux ou des livres qui sont très négatifs. Par exemple, il y a Le Point qui a fait une qui s'appelle Comment on ressuscite un pays. Pour eux, on est mort. Éric Zemmour qui a écrit Le suicide français. Tranquille. Dupont-Aignan qui a dit La France, lève-toi et marche. Lève-toi et marche ? C'est Jésus qui a dit ça ? Qu'est-ce qui se passe dans son ego, à lui ? Pour lui, on est des paraplégiques. Et lui, c'est le Messie. Il va arriver à faire, c'est bon. Lève-toi et marche. Tu crois vraiment que le Messie, s'il revient sur Terre, il va faire 4,2% aux dernières élections ? Le Messie, il revient sur Terre, il transforme l'eau en vin. En France, il fait 90% minimum. Même les musulmans, ils vont voter pour lui. On va dire, hey mec, y'a moyen tu fais ça avec du sélecto ou pas ? C'est sûr. Le Messie, c'est les gens qui répètent que la France est malade, la France est malade. Je pense pas que la France soit malade, je pense que la France est hypocondriaque. Voilà, la France aime bien ses maladies. Tu sais, les hypocondriaques, c'est ces gens, quand tu leur dis ça va, ils te disent pas juste oui. Ils te disent, on fait aller. M'énerve. Je pense qu'on se complaît dans nos maladies. Je pense que si on arrive à régler tous les problèmes de la France, on va se sentir bizarre. On va être là, on va dire ça va toi ? Bah ouais, malheureusement oui.
Il y a quelque chose qui me manque. Même pas un aftre, rien. Mais c'est vrai qu'en France, on a tendance à se dévaloriser tout le temps. On se dévalorise. Il y a des journalistes qui te disent « Oui, au Danemark, ils sont heureux. Danemark, c'est les plus heureux. » Bah va vivre au Danemark. Non, non. Non, non, ils mangent du poisson sec, c'est chaud quand même. On se dévalorise beaucoup. On se compare aux pays du Nord, parce qu'apparemment les pays du Nord c'est mieux. Il y a une espèce de hiérarchie comme ça, il paraît que les pays du Nord c'est mieux, les pays du Sud c'est moins bien, tu vois. Sauf que les scientifiques disent qu'un jour il va y avoir une inversion des pôles. C'est-à-dire que au niveau du magnétisme, le Nord va passer au Sud et vice versa. On va devoir mépriser les Norvégiens. On va dire, ah, les Norvégiens, ils font rien pour s'intégrer. Pas question que l'État finance la construction de leur sauna. Tiens. Mais c'est vrai que dans les pays du Nord, c'est quand même bien organisé. Ça se voit au piéton rouge. Ils respectent tous le piéton rouge. Et ils s'arrêtent tous. En France, on n'est pas comme ça. En France, on voit le piéton rouge, on regarde à gauche, on regarde à droite. On dit, ah, c'est bon, il n'y a personne. Voilà. Et nos politiques, ils sont français, ils sont pareils. Hein. Ils sont pareils. Je pense que la femme de Fillon, quand elle lui a dit, t'es sûr pour les emplois fictifs, elle a dit, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, ah, c'est bon, il n'y a personne. Mais c'est vrai que tu peux regarder le respect des règles d'un pays par rapport à la relation qu'on a avec le piéton rouge. Donc, dans les pays du Nord, c'est respecté, c'est carré. En France, c'est plus un conseil, le piéton rouge. Voilà, faudrait ne pas traverser, normalement. Voilà. Mais si t'es vraiment pressé... En Afrique, c'est encore différent. En Afrique, il y a un militaire à chaque feu. Voilà, donc si tu veux traverser au piéton rouge, c'est possible, mais c'est 1000 francs CFA. Tu dis, bon, moi, je vais attendre le piéton vert, bah, c'est 2000. Au moins, c'est bien organisé. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dévaloriser. Depuis l'enfance, hein, tu sais, quand t'as 12 en dictée, tu vas voir tes parents, tu dis, les parents, j'ai eu 12 en dictée. Ils vont te dire, ouais, mais elle a eu combien la meilleure de la classe? Et t'as beau expliquer, elle a eu 19, mais elle est bizarre. Elle souligne ses titres en mauve, maman. Tout le monde veut ses notes, mais personne veut sa vie, elle, tu vois. Et ben la Scandinavie, c'est pareil. On veut bien leur économie, mais les Chris Prolls, c'est pas possible. Moi, je veux mon chômage et mes croissants, ok? C'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est mieux ailleurs. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. T'as déjà vu un Français ailleurs? Il est insupportable. Sur Booking.com, les réservations d'hôtels, maintenant, il y a 2 notes. Il y a la note internationale et il y a la note française, si tu veux. Fallait pas faire ça, hein. La note est toujours 2 points inférieure chez les Français. Même dans les endroits les plus idylliques, ils vont te dire, non, il y avait trop de pétales sur le lit. Un Français, il arrive au paradis, il va te dire, je veux voir le responsable. Alors qu'il y a des choses positives quand même en France, il y a des choses positives. Il paraît qu'on n'est plus les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Il y a plein de pays qui nous ont dépassés. En fait, je pense qu'on était tellement déprimés, on a déprimé les autres. Du coup, ça va mieux. Il y a la productivité française aussi. Il paraît qu'on a une très bonne productivité. Ouais, c'est vrai. Hein. En général, quand tu dis ça à un Français, tu dis t'es sûr? Parce que c'est pas grâce à moi. Hein. Mais c'est vrai qu'on a une bonne productivité. C'est juste qu'on travaille moins d'heures, en fait. On travaille moins d'heures. En fait, on est productif, mais pour se barrer plus tôt. On est productif par fainéantise. Ouais. Tu sais, j'ai un ami qui m'a emmené dans son entreprise, il m'a montré ce qu'il faisait. Il m'a dit, moi, je dois gérer une base de données. Et en fait, j'ai créé un logiciel pour automatiser tout. Comme ça, je me barre à 14h. J'ai dit, d'accord, mais pourquoi t'as 2 blousons? Il m'a dit, comme ça, j'en laisse un sur le dossier de la chaise. Et les gens croient que je suis quelque part dans l'entreprise. Je lui ai dit, mec, t'es un génie. Il m'a dit, chut, sinon je vais avoir des responsabilités. Et en fait, je crois que c'est ça. En France, ça se trouve, c'est ça. On est des génies, mais on veut pas se faire chier. Laissez-nous tranquilles, en fait. Arrêtez avec votre croissance. On pourrait, mais on veut pas, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? On ne veut pas. Je pense que tous les Français, tous, on rêve tous d'un grand barbecue. Voilà, je pense qu'en chaque Français, il y a un beauf qui sommeille, qui ne demande qu'à se réveiller. Bon, chez certains, il est très éveillé. Mais sinon, on rêve tous d'un grand barbecue. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais le barbecue, c'est cancérigène. Ta gueule. Ta
gueule. En France, on a les meilleurs cancérologues du monde. Laisse-nous attraper le cancer du barbecue, d'accord ? Tu sais quoi ? On va organiser un grand barbecue. On va tous se mettre en chaussettes claquettes. Il y en a qui vont me dire c'est moche. Chaussettes claquettes, t'es bien. La dernière fois que t'étais en chaussettes claquettes, c'était un bon moment, d'accord ? Il y en a qui vont me dire oui, mais les beaufs, c'est pas ma classe sociale. Ah bon, toi t'es riche, au bout de 5 verres de rosé, t'es un gros beauf, d'accord ? Tu joues à la pétanque comme tout le monde, avec des boules en argent si tu veux, mais tu joues à la pétanque, ok ? À la rigueur, tu te fais un concert privé de Patrick Sébastien si tu veux. Voilà, tu lui lances de l'argent comme ça. Voilà. Il y en a aussi qui vont me dire ouais, mais les Français c'est des beaufs. Moi je me sens pas français parce qu'ils ont pas pris Benzema en équipe de France, alors que François Fillon. Oh, mais alors toi, tu compares le foot et la politique, mais ta gueule. C'est-à-dire que pour toi, un mec qui met des buts et un mec qui doit appuyer sur le bouton d'une bombe atomique, c'est pareil. Toi, t'es le roi des beaufs. Toi, t'organises le barbecue. Voilà. Je te nomme ministre des merguez. Voilà. Tu as le poste de ministre des merguez à vie. Voilà. Et tu sais quoi ? On va élire un président beauf. Ok ? On va pas l'élire avec des élections présidentielles, on va l'élire au beer pong. Ouais, le beer pong, c'est le fait de jeter des balles de ping-pong dans des bières et quand tu rates, tu bois. Alors, même si tu bois pas, y a pas de problème, il y aura toujours un Français pour te dire « Toi, tu joues, moi, je bois. » Mais t'es déjà à 12 bières. Ouais, mais c'est l'autre, il joue mal. Voilà. Et on va élire un président beauf, et ce sera le meilleur président du monde. Il va tuner le Charles de Gaulle. Il va tuner le porte-avions, il va mettre des flammes sur le côté. Il va mettre de la moquette au gouvernail. Il va rajouter un rétro juste pour mettre un sapin vanille. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il va arriver au sommet du G20, chaussettes claquettes. Survêtre le coq sportif, chaîne en or, qu'est-ce que tu vas faire ? Il va arriver très solennellement, il va faire un discours, il va faire... Bip bip ! Il va mettre l'ambiance dans le monde. Voilà, il y en a aussi qui vont me dire non, on peut pas prendre un président beauf, il nous faut quelqu'un qui ait de la prestance, qui sauve la France. Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui va sauver la France ? On peut pas sauver la France, ça n'existe pas des super-héros en France. Ou alors il faudrait que ce soit quelqu'un qui s'est fait mordre par un coq et qui s'est transformé mi-homme, mi-coq. Et c'est quoi son pouvoir ? Il réveille les gens le matin et les méchants sont trop fatigués, ils ont les yeux qui piquent, ils n'arrivent pas à braquer, c'est ça ? Et on lui dit merci Cockman, tu as sauvé la France. Il fait brap comme ça, c'est ça que tu crois ? Mais non ! La France, tu veux pas la sauver ? La France, à la base, c'est des Gaulois, d'accord ? Vercingétorix, quand il a perdu, il est allé voir César, il a dit mec, bon courage. Je pars en Armorique faire des barbecues, voilà, on fait la paix, tiens pour la paix, je t'offre ce bouclier, le coq sportif, voilà. Il s'est barré, et là-dessus tu rajoutes une immigration maghrébine, subsaharienne, portugaise, quelques juifs, tu prends les peuples les moins gouvernables du monde, t'en fais une boule comme ça te donne la France. On a construit un truc, on sait même pas comment ça tient, même les pays à côté sont là, t'approches pas trop quand même, hein, ça peut sauter, on sait jamais. Et le pire là-dedans, c'est quand tu fais un discours en France, c'est pas comme aux États-Unis, tu sais, où quand tu fais un discours, les gens disent yeah, comme ça, tu fais on va changer de pull, yeah. En France, c'est pas comme ça. Hein. En France, tu dis on va augmenter les salaires, non. On va baisser les salaires, non. On les garde comme ça, non. Mais on fait quoi alors ? Oui. Mais oui quoi ? Non. Il est le moment, monsieur Hollande. Je vous demande de vous arrêter.